Messieurs les directeurs, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, très chers amis. Julien Bouix et Aurore Marga nous l'ont dit tout à l'heure, la recherche en soins est importante. La recherche en soins est primordiale. Et plus personne n'oserait aujourd'hui dire que la recherche en soins n'existe pas. C'est pourquoi il faut remercier les organisateurs de cette journée. Alors, ces mêmes organisateurs nous ont demandé à David Naudin. Alors, David Naudin, c'est le jeune homme qui est ici, qui vient de soutenir sa thèse, donc on devrait dire docteur Naudin, et qui est au bout du monde en ce moment, et il est malheureux de ne pas être avec nous. Donc, les organisateurs nous ont demandé de faire un topo sur les ressources, les compétences et les acteurs pour la recherche en soins. Alors, c'est un topo qui nous a paru très compliqué à préparer, tant nous sommes persuadés qu'il s'agit là d'évidence. Je vais, Brice, si vous m'y autorisez, poser une question à la salle. Combien d'entre vous n'ont jamais fait de recherche, jamais commencé de projet? Osez. Voilà, très peu. Donc, pour les personnes qui ont déjà fait de la recherche, qui sont dans leur... même pour ceux qui sont apprentis chercheurs, il y a là des évidences. Pour les autres, je vous mettrai en groupe de travail ce qu'on fait assez régulièrement. Vous allez trouver très facilement, en effet, les acteurs. Voilà. Alors on sait très bien, auprès des directions de recherche, des unités de recherche clinique, des services de recherche. Voilà, tout ça, cette liste vraiment très évidente. Mais quand même, puisqu'on m'a autorisé à poser des questions à la salle, mais quand même, qui est l'acteur principal? Oui, vous avez raison, c'est vous. C'est vous. Donc, évidence sur l'acteur. Les ressources aussi sont extrêmement faciles à lister, extrêmement faciles à trouver. Je n'ai pas dit qu'elles étaient faciles à obtenir, mais extrêmement faciles à trouver. Et puis, on rajoute les compétences. Les compétences, c'est celles que vous avez. Il y a d'abord les compétences pratiques. Vous ne sortez pas juste du bac. Vous êtes des experts dans votre thématique. Mais il y a aussi les compétences en recherche. Et on sait à peu près les lister et on sait où les trouver. Nous, on voudrait rajouter quelque chose qui est extrêmement important. Ce sont les qualités du chercheur. Mais c'est pareil, finalement, c'est assez évident à lister. Voilà, ça y est, vogue la galère, vous êtes prêts à faire de la recherche et je peux arrêter mon topo. Bien sûr, David Naudin, mon compère, n'était absolument pas d'accord que j'arrête le topo ici et je pense que Julien Bouix m'aurait fait la tête pendant à peu près un an. Donc on vous propose un topo en 2 temps, si vous voulez bien. Le premier temps, on va répondre à cette commande. Mais comme il s'agit d'évidence, on va juste y rajouter, on va juste réviser un petit peu rapidement, on va juste rajouter quelques conseils du vieux senior que je suis, et puis sans vraiment trop se prendre au sérieux. Et le deuxième temps, c'est faire un focus sur qualité et compétences. Qualité. Et figurez-vous qu'il y a énormément de littérature sur le sujet, donc de vous offrir quelques papiers, quelques lectures et de ressortir les qualités du chercheur, donc aller un petit peu au-delà de cette commande. Alors pour commencer, nous sommes persuadés qu'il y a 3 temps, 3 postures à la recherche qui, à notre sens, vont assez dans le sens des temps de la formation académique. Le temps licence, ce que David Naudin appelle le droit d'utilisation d'un savoir, c'est la posture, vous voulez utiliser la recherche. Le deuxième temps, le temps master, c'est la maîtrise
de savoir plus spécifique, et là spécifiquement dans le domaine de la recherche, c'est un peu la posture, vous voulez porter un projet de recherche. Je ne suis pas en train de dire que pour avoir le droit de porter un projet de recherche, il faut absolument être titulaire d'un master. Ce n'est pas ce que je dis, c'est que c'est le niveau master. Et puis, il y a une autre posture. Tout à l'heure, ce matin, on m'a posé la question, je voudrais faire un doctorat, donc il y en a dans cette salle, et de plus en plus, et vous voulez faire une thèse, c'est-à-dire la production de nouveaux savoirs, et donc le niveau doctorat. Alors voilà, répondons à cette commande dans ce premier temps, avec ces 3 temps, et on va commencer par le dernier, qui, à mon sens, est un petit peu le plus compliqué. Vous voulez faire une thèse, et ce que j'ai répondu ce matin à la personne qui m'a interrogé, c'est venez tout à l'heure, et puis on entendra. Alors on ne s'inscrit pas en thèse comme on s'inscrit en master. Bonjour, je voudrais m'inscrire, combien je paye et où je vais. C'est bien plus compliqué que cela. Il faut rédiger un projet de recherche, il faut rédiger aussi un projet professionnel, il faut rédiger un projet de recherche, et ça prend un certain temps qu'on appelle la période propédeutique de 2 mois à 2 ans. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs. Bien sûr, l'acteur principal, c'est le directeur. C'est à vous de le choisir. Et donc, il faut avoir une série de critères de choix. Je ne dis pas que vous allez prendre comme critère de choix comme vous feriez pour choisir un plat dans un menu, mais quand même, il faut que vous ayez un certain nombre de critères de choix qui vous sont propres. Donc, on ne peut pas lister les critères de choix. Il faut qu'ils vous soient propres. Qu'est-ce que vous attendez de votre directeur? Bien sûr, le critère principal ne devra pas être la beauté. Ça paraît une évidence. L'équipe, bien sûr, le directeur est dans une équipe, mais on peut que conseiller de vivre la vie du laboratoire, d'être dans l'équipe avant de s'inscrire en thèse pour voir comment il fonctionne. Est-ce que ce sont des winners? Est-ce qu'ils publient? Est-ce que la vie du laboratoire est sympa? Est-ce qu'il s'y passe des choses? Il y a aussi les autres doctorants. Ce sont des acteurs extrêmement importants si vous voulez faire une thèse. Les autres doctorants du même laboratoire. Alors, comment ils sont? Je ne parle pas du fait qu'ils soient sympas ou qu'ils sachent bien dîner ensemble, mais voilà, est-ce qu'ils publient? Est-ce qu'il y a une vraie vie? Est-ce qu'ils fêtent leurs publications? Ça peut être un élément aussi important. Et puis, bien sûr, peut-être on y pense un peu moins, le comité de pilotage, que d'aucuns appellent aussi le comité d'accompagnement, c'est extrêmement important, qui peut changer au fur et à mesure de l'avancement de la thèse, évoluer un petit peu, mais il est composé d'experts de la méthodologie et d'experts de votre sujet. On ne saurait que conseiller que de s'ouvrir. Ne prenez pas le chirurgien avec lequel vous avez travaillé toute votre vie, c'est pas forcément le meilleur expert. Regardez, renseignez-vous, allez voir, et surtout ouvrez-vous à l'international. Regardez, je vous ai mis quelques exemples ici avec Aiken, Paradou, Ducharme, Gottlieb. Je vous donne l'exemple spécifique de Gottlieb. Vous allez vous asseoir sur et utiliser et travailler sur des modèles, des concepts, par exemple en sciences infirmières, mais dans d'autres domaines aussi. Je conseille très très souvent aux doctorants, sauf si on travaille avec un modèle d'une personne qui est décédée, mais d'appeler les personnes qui ont rédigé, qui ont travaillé sur ce modèle, de leur écrire. Puis, la plupart ne répondent pas, mais certains répondent. Et c'est l'exemple de Gottlieb qui travaille très très bien avec une de nos doctorantes et qui est venue 2 jours dans notre laboratoire. Et puis, naturellement, je le redis bien, il y a vous comme acteur principal. Alors, quelles sont les ressources? Encore une fois, ultra évidentes. Alors, les ressources,
Il ne faut pas penser immédiatement, quand on dit ressources, ressources matérielles. Il faut d'abord se dire quelles sont les personnes ressources. Elles nous aideront pour les ressources matérielles, pour les ressources financières. Donc pensez toujours d'abord personnes ressources quand on dit le mot ressources. Alors, on les trouve autour du projet professionnel. Alors ça a l'air étonnant hein, de dire ça, parce que quand on commence une thèse, qu'est-ce qu'on va trouver comme personne ressource? Bien justement, c'est bien d'avoir une vision d'avenir, de savoir dans quoi on va s'engager. Alors parfois, ce n'est pas toujours possible, mais parfois ça l'est. Et quand ça l'est, c'est super bien parce que vous aurez là des personnes qui vont pouvoir vous aider. Alors naturellement, des personnes ressources dans l'institution, mais aussi des soutiens personnels. Hein. Quelle est la ressource la plus importante là? C'est le temps. Et donc, on a besoin de personnes ressources autour de soi. Bien sûr, dans le laboratoire de recherche, je vous ai déjà dit, ça vit de voir qu'est-ce qu'on peut y trouver dans la vie du laboratoire de recherche. Par exemple, dans notre laboratoire, il y a un documentaliste. C'est important de se renseigner, de savoir si vous aurez de l'aide dans ce cadre-là. Et David Naudin me dit de rajouter quelque chose qui lui tient à cœur, c'est la localisation du laboratoire. Par exemple, David Naudin et moi habitons tous les deux au fin fond de la Seine-et-Marne, pas ensemble, mais au fin fond de la Seine-et-Marne. On a 4 heures aller-retour pour aller au laboratoire. Alors c'est vrai, quand on est doctorant, c'est compliqué. Il faut s'organiser, avoir une série de ressources pour utiliser le temps de transport, par exemple, avoir une tablette pour lire les articles, par exemple, des choses comme ça. Et puis bien sûr, il y a les ressources financières, et je suis sûre que vous l'auriez dit au premier chef. Donc il y a les appels à projets. Encore heureux d'apprendre qu'il y a de nouveaux appels à projets. Je suis toujours très contente de savoir qu'à partir du PHRIP, les choses ont un peu essaimé. Donc les appels à projets, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi savoir prendre son bâton de pèlerin et trouver des mécènes, des sponsors, des bourses, des allocations. Et tout à l'heure, on parlait des bourses doctorales, avec l'exemple de l'AP qui offre des bourses doctorales. Alors, les compétences. La compétence principale, c'est... Oui, il y a eu un trou. On n'entend pas bien ? C'est bon ? Excuse-moi, Monique, mais il n'y avait plus d'image. Voilà. D'accord. Bon, pardon, il n'y avait plus d'image. L'aptitude à apprendre. Alors ça, c'est extrêmement important. Et alors, c'est particulièrement important, vous savez, quand on est dans le cursus bac, licence, master, doctorat, on est toujours dans ce processus d'apprentissage. Il arrive qu'on ait un peu perdu ce processus d'apprentissage au cours de notre vie professionnelle. C'est dommage, hein, mais c'est tout à fait vrai. Et processus d'apprentissage ne veut pas dire recevoir tout de quelqu'un d'autre. Et donc, voilà, il faut qu'on se mette en position écoute, en position apprentissage, mais aussi une aptitude à la pensée critique. J'étais jury il y a 2 jours d'un charmant jeune homme infirmier à Marseille, non, à Toulouse, et qui a répondu aux membres du jury d'une manière extraordinaire. C'est nous pensons, non, disait le jury, et lui répondait, je suis d'accord avec ça, avec cette partie-là, je ne partage pas cet avis avec ça, et j'explique pourquoi, et ça c'est vraiment absolument formidable. Alors savoir aussi ne pas j'ai toujours mon accent alsacien qui ressort de temps en temps, s'auto-saboter. Alors là, c'est-à-dire ne pas avoir
une série de défauts pour saboter son cursus doctoral, et la lenteur, la procrastination, le surengagement qui va vers le burn-out, le sous-engagement, le perfectionniste qui fait que on ne finit jamais rien. Et puis bien sûr la conscience du cadre du développement des compétences. Dans notre laboratoire, ce sont les doctorants eux-mêmes, dont Julien Bouix, qui ont créé le cadre du développement des compétences, et puis garder le pied dans la pratique et introduire comme personne ressource pour continuer à avoir des compétences, acquérir de nouvelles compétences, aussi dans le milieu pratique. Très souvent, on reste tellement braqué. J'ai beaucoup de choses à apprendre dans la recherche qu'on oublie. Voilà, par exemple, une étudiante travaillait sur les prothèses de hanche. Elle avait zéro connaissance sur l'anapathie, la physiologie, l'intervention, qu'est-ce que c'est, mais c'est un peu dommage, hein. Il faut aller jusqu'au bout de l'acquisition de compétences et de connaissances. Alors le deuxième volet, vous vous rappelez, au niveau master, c'est vous voulez porter un projet. Alors ça va aller encore plus vite. Les acteurs, c'est assez facile. Il y a deux plots d'acteurs, ceux qui vont vraiment vous soutenir, vous aider. Ce sont ceux qui sont directement axés dans la recherche, les unités de recherche clinique, les équipes de recherche, les directions de recherche, les différents experts avec lesquels vous pourriez travailler, mais aussi à côté d'autres acteurs qui pourront vous soutenir aussi, comme les directions des soins ou les coordinateurs de recherche paramédicale. Bien sûr, hein, porter un projet de recherche, c'est pas porter seul, tout seul dans son coin, porter un projet de recherche. Il doit être en lien avec l'équipe, et donc il faut avoir aussi le soutien de l'équipe. Encore une fois, très rapidement, les ressources, surtout autour des personnes ressources, avec les coordinateurs de recherche paramédicale, c'est leur job, et ils aiment ça, mais aussi les chercheurs au sein de votre équipe médicale, et puis les différentes formations que vous pourrez avoir, où là vous aurez toute une série de ressources. La ressource principale, c'est le temps. C'est vraiment important. Donc il y a toutes sortes de modèles. À l'AP, je l'avais rêvé, ils l'ont fait, et très rapidement, ils ont même gardé le nom que j'avais proposé. C'est un modèle super de passeport temps recherche, mais il existe maintenant dans d'autres institutions, d'autres modèles pour offrir du temps à des paramédicaux, des infirmiers, des kinés, des diètes qui veulent porter un projet de recherche, pour qu'ils aient le temps de porter ce projet, pour qu'ils aient le temps de soutenir le projet, pour en avoir des financements. Alors, les compétences, alors il faut savoir rechercher des données dans la littérature naturellement, savoir élaborer un budget. Alors ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas un professionnel à part qui va faire votre budget, parce qu'il ne connaît pas bien votre projet. Donc dire, par exemple, aller par exemple aux URC et dire, voilà, je vous donne le projet, vous me faites mon budget, c'est pas bon. C'est ensemble qu'on monte un budget. Ils ont l'habitude, la connaissance sur le montage d'un budget. Vous connaissez votre projet, et c'est ensemble que ça se fait, et pas séparément. C'est pas quelque chose qu'on délègue. Donc, bien sûr, si vous voulez le faire ensemble, il faut un peu savoir le faire. Acquérir ou développer des connaissances en méthodologie, approfondir des connaissances en éthique, naturellement. Vous avez vu, il y a plein d'endroits où on peut en trouver. Vous avez vu que là, je me positionne plutôt, non pas sur le champ des compétences, mais plutôt sur le champ des connaissances. La dernière posture, vous voulez utiliser de la recherche. Mauvaise posture. Vous devez utiliser la recherche. Vous devez utiliser la recherche pour avoir de nouvelles connaissances,
pour améliorer la qualité des soins, pour vous positionner sur l'évidence best practice. Donc, c'est une volonté. Bien sûr, on ne peut pas le faire de tout sur tout, mais c'est indispensable. Quels sont les acteurs? Extrêmement simple. C'est vous d'abord. Sur un sujet, vous prenez un sujet, vous y travaillez, et puis bien sûr tous les autres acteurs déjà cités, vous voyez, c'est extrêmement rapide. Les ressources. Alors d'abord se former. Il faut se former à savoir lire un article scientifique. Il faut se former à savoir le comprendre, à savoir le critiquer. Et pour comprendre et critiquer, il faut être un peu formé aux méthodes de recherche pour lire et critiquer un article. Alors, il y a au moins un quart d'entre vous qui vont me dire, parce que c'est ce qu'on entend très souvent, oui, mais moi j'ai demandé dans mon service d'avoir ce type de formation et puis on ne me l'a pas donné, il y avait des formations qui étaient prioritaires, ça fait 2 ans que je demande. Alors jouez un peu votre Einstein. On peut le faire soi-même, on peut s'auto-former. Il y a énormément de formations. Là, j'ai entendu parler de e-learning, de plateformes, il y a des Moodle. Il y a énormément de formations dont la plupart sont gratuites pour lecture critique d'articles, pour méthodologie. Et puis, il faut s'entraîner. Moi, je fais de la boxe depuis 17 ans. Je ne suis pas mauvaise, malgré mon âge, mais parce que je m'entraîne 2 fois par semaine. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est si on ne lit pas, on a du mal à lire et à comprendre. Et plus on lit, plus c'est facile, plus c'est une évidence. Les compétences, alors bien sûr, il y a la langue. C'était sympathique. Au moment où j'ai dit ça, il y en a plusieurs qui ont crispé leur visage. Donc oui, il y a la langue. Alors moi, je fais de la recherche depuis 30 ans. Il y a 30 ans, j'étais très mauvaise en anglais. Je suis toujours mauvaise en anglais à l'oral, mais je me suis bien soignée et à l'écrit, j'arrive à lire. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 30 ans. Moi, je parle le Google Translator couramment. Et c'est bien aussi de se faire aider pour... voilà, telle structure, tel mot dont on a moins l'habitude. Il y a bien sûr, il faut avoir de l'appétence pour la lecture scientifique, mais enfin tout ça aussi ce travail. Et il y a un élément qui est extrêmement important, qui est autour de l'aspect pédagogique, c'est-à-dire la transmission, le partage avec les collègues, pour le partage des connaissances avec les collègues, les stagiaires, les étudiants, et ça c'est extrêmement important. Voilà, nous avons répondu et encore une fois, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous connaissiez tout ça. Donc on a voulu aller plus loin et faire ce fameux focus pour les qualités, pour faire de la recherche. Alors, avant de vous donner une liste non exhaustive, naturellement, des qualités, on voudrait vous donner quelques documents à lire qui sont vraiment absolument passionnants. D'abord, il y a Méline. Méline, c'est une équipe en Suède qui ont fait un travail passionnant sur les PhD et sur les qualités et compétences des étudiants des étudiants en doctorat, et ils ont repéré beaucoup d'éléments, dont certains, comme par exemple s'adapter à l'environnement, par exemple, la communication orale, donc on en verra quelques-uns. Mais il y en a un qui apparaît dans pas beaucoup d'autres papiers, qui est pourtant assez important et qui, dans notre cadre, c'est-à-dire en recherche en soins, en recherche infirmière par exemple, est pas très connu. C'est l'environnement concurrentiel. Parce qu'on est encore très peu nombreux ici, parce que, voilà, en France, donc... Et puis, on veut être bienveillants les uns avec les autres, c'est très bien. Et on peut être bienveillant tout en étant en concurrence. Et ça, c'est important, il faut aussi l'entendre. Un deuxième papier, c'est une équipe de Londres qui ont là regardé plutôt quels sont les éléments qualitatifs et donc les qualités des chercheurs et des futurs chercheurs, c'est-à-dire des apprentis chercheurs.
Un autre papier, alors là c'est très 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 intéressant, vraiment qui vaut la peine de lire, d'une équipe australienne. Alors ils ont regardé plutôt les superviseurs, mais du coup, enfin, c'est-à-dire les directeurs de thèse, du coup ils ont mis en exergue aussi les qualités attendues et les qualités qu'attendent les directeurs de leurs candidats. Là, j'aurais pu mettre cette illustration, d'ailleurs, quand je parlais du directeur de thèse tout à l'heure. Autre chose, ça, c'est pas un papier, vous le trouvez directement sur le site de l'Université d'Ontario. Ils ont fait une étude il y a une bonne dizaine d'années, si je me souviens bien, et une grosse enquête sur les qualités et compétences et c'est les 10 principales, si je m'en rappelle, des étudiants en doctorat. C'est vraiment extrêmement intéressant. Il existe aussi des livres sur qualité et compétences des chercheurs, qualité et compétences des apprentis chercheurs. Et enfin, un document absolument passionnant. Vous cliquez APEC Deloitte chercheur, vous tombez directement dessus. C'est un document que j'ai déjà utilisé et lu à plusieurs reprises parce qu'il est super bien fait. Donc tout le monde connaît l'APEC, vous connaissez peut-être un peu moins Deloitte, qui est une boîte d'audit et de conseil qui est normalement dans le champ de l'entreprise. Et là, ils ont fait une très importante enquête dans 8 pays. 6 pays en Europe et le Japon et les États-Unis. Bon, ils ont calculé les pays qui font le plus de recherche au regard du PIB du pays. Et ils ont regardé les différentes compétences et qualités qu'il fallait dans le milieu de la recherche. Et c'est vraiment très intéressant. D'abord, l'étude est super bien faite. Ils ont fait 80 entretiens semi-directifs en plus du quanti. C'est vraiment absolument passionnant à lire. Alors, quelles sont ces qualités? Donc, nous avons fait une petite liste qui n'est évidemment pas exhaustive, qui sort de ces lectures, de quelques lectures complémentaires qu'on ne vous a pas données, et puis de notre expérience de jeune chercheur qui vient d'avoir son doctorat et d'un moins jeune chercheur. Le premier qui me tient à cœur, avoir de la force. C'est un métier difficile, une posture difficile. Et donc, il faut être fort physiquement. Je suis sur le pont de 5h30 à 9h tous les jours. Il faut avoir de la force, mais il faut avoir de la force mentalement parce que il y a beaucoup d'échecs. Si vous ne le savez pas encore, il y a énormément d'échecs dans la recherche, d'échecs dans les résultats, d'échecs d'aller-retour dans les publications et quelques doctorants en pleurs. C'est la 4e fois que je présente mon papier, toujours pas accepté. Bien, la 5e, il était accepté. Donc vraiment, faut avoir vraiment cette force. Il faut être déterminé. J'aime bien prendre cette illustration parce que vous connaissez l'histoire de Rowling sur Harry Potter. Elle a quand même essayé 17 éditeurs, qui sûrement doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. 17 éditeurs et si elle n'avait pas été aussi déterminée, elle ne serait pas la belle femme riche et adulée qu'elle est aujourd'hui. Et donc cette détermination, on doit absolument la trouver dans le milieu de la recherche, encore une fois, liée aux échecs, liée aux intemporels, liée aux éléments qui n'avancent pas ou peu, la difficulté à trouver des financements. Être curieux, aller jusqu'au bout des choses. J'aime bien cet exemple, vous savez bien, tous les ans, au mois de septembre, les revues de dames disent qu'il faut perdre du poids. C'est la seule fois où je lis les revues de dames. Mais à chaque fois, je m'énerve parce que je lis des choses comme ça, du style ne pas manger d'œufs plus de 2 fois par semaine parce qu'ils sont riches en cholestérol. Est-ce que les œufs sont riches en cholestérol? Oui. Est-ce que le fait de ne pas en manger
plus de 2 fois par semaine, ou le fait d'en manger plus de 2 fois par semaine, ça ferait grossir ou n'interdirait de perdre du poids, sûrement pas. Il y a des super études, dont une au New England Journal, qui montrent que c'est absolument faux. Bon sang, les diététiciennes et nutritionnistes qui écrivent ça, ils ne savent pas lire les revues scientifiques, et donc c'est toujours un sujet d'énervement, mais c'est intéressant parce que ça montre qu'on ne va pas assez loin dans les informations qu'on a, et ça, faut le faire. Être enthousiaste, c'est indispensable. Ça va avec la détermination, avec la force, mais ça va au-delà. Et l'enthousiasme, c'est une qualité qui est sortie dans pratiquement tous les papiers. Je vous ai mis ici des photos très sympathiques d'une partie de l'équipe de la chaire de recherche sciences infirmières. Et regardez... Voilà, cette dame-là dont on voit l'enthousiasme vient de soutenir. Ce jeune homme-là qui est complètement radieux vient de soutenir. Une autre jeune femme ici va soutenir dans à peine quelques semaines. Et sûrement, l'enthousiasme a été une des qualités majeures de ces personnes-là. Savoir travailler ensemble. Alors on entend quand même assez souvent, depuis l'avènement des sciences infirmières et de la recherche infirmière depuis, mettons, un peu plus d'une dizaine d'années, mais surtout une bonne dizaine d'années, ils ne comprennent rien aux sciences infirmières. On ne sait pas qu'est-ce que c'est le « il ». Voilà, nous, on travaille comme ça en sciences infirmières, c'est bien, effectivement, c'est important. Mais l'échange, le partage, la transdisciplinarité, l'interprofessionnalité, le travail avec les patients, avec les usagers, avec la population, voilà, ça c'est ça qui est important et qui est porteur. Être audacieux. Alors, j'aime bien cette illustration. En général, quand j'ai le temps, mais là j'ai déjà posé 2 fois des questions à la salle, alors je ne vais plus oser. Quand je demande qui est cette personne, vous avez toujours au moins une personne dans la salle qui demande si c'est mon fils. Ça ne l'est pas, il est beaucoup plus beau que ça. Mais, alors c'est un jeune homme formidable, c'est Jack Andraka. Aujourd'hui, il doit avoir 23, 24 ans, pas plus. Là, sur la photo, il avait, je crois, 16, 17. Jack Andraka était un jeune homme lycéen. Son oncle est mort d'un cancer du pancréas. Et il en était très malheureux. Il demandait à ses parents pourquoi il est décédé si vite. Et ses parents lui ont dit « c'est parce qu'on n'a pas réussi à faire le diagnostic à temps ». Alors je ne sais pas si la réponse qui était donnée était bonne, mais en tout cas, ça l'a poussé à aller faire de la recherche. Est-ce que moi, je suis capable de trouver un élément diagnostique, un test diagnostique pour être rapide? Et effectivement, il a avancé dans ses recherches, il a squatté le laboratoire, il a passé les murs pour aller dans son laboratoire. Il faut écouter ses conférences parce que c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, il a eu beaucoup d'audace. C'est-à-dire, il a écrit, une fois qu'il était bloqué, qu'il avait avancé tout ce qu'il a pu, il a lu la littérature scientifique, etc. Puis une fois qu'il était bloqué, il a écrit au plus grand labo des États-Unis qui s'intéressait au cancer du pancréas. La plupart lui ont pas répondu, quelques-uns lui ont répondu va te coucher, finis tes études, brosse-toi les dents. Et puis d'autres, effectivement, un autre en tout cas, lui a ouvert ses portes et ils ont travaillé ensemble à un test diagnostique qui existe aujourd'hui, qui est un des moins chers qui existent sur le marché, qui est juste, vous savez, qui ressemble un peu à ces fameuses bandelettes. Alors je me dis toujours, si un jeune homme de 16 ans, un lycéen de 16-17 ans, est capable d'une telle audace, pourquoi pas nous ? Pourquoi nous, on ne serait pas capable d'aller taper aux portes des plus grands laboratoires pour avoir des enseignements? Pourquoi nous, qui sommes des professionnels, on ne serait pas capable d'aller plus loin, d'oser des nouveautés? Maîtriser l'art oratoire, au moins se soigner. Tous les papiers, tous les articles qui parlent des qualités des chercheurs et des apprentis chercheurs parlent de cela, sans exception.
J'ai mis ici Fleming, tout le monde l'aura reconnu. Vous connaissez tous l'histoire de la pénicilline. Quand même, entre 1921 et puis l'arrivée sur le marché vraiment utilisée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé quand même 2 décennies. Pourquoi ces 2 décennies? Mais parce que M. Chin, dont l'histoire est d'ailleurs fabuleuse, un super extraordinaire chercheur, était quelqu'un d'extrêmement timide, ne savait pas bien parler en public, et à l'académie, aux financeurs, il n'a pas bien présenté ses projets, il n'a pas obtenu ses financements, enfin tout ça est une histoire qui est autour de la maîtrise de la présentation de son projet. Et donc, entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Ça s'apprend, on peut s'améliorer, on a beaucoup de choses à faire, mais c'est souvent, les paramédicaux ne sont pas excellents là-dedans, et c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler, parce que c'est utile, non pas seulement pour présenter à des congrès, présenter à des pairs, mais obtenir des financements, montrer que ça existe. Donc, c'est pour vous, pour les patients, mais c'est pour la profession aussi, et c'est donc indispensable. Développer votre leadership, ça c'est effectivement important, votre leadership, le leadership de la profession, participer au leadership de la profession, votre leadership personnel. J'aime beaucoup cette image. Ils ont un véritable charisme, sont des leaders dans leur domaine, et ils resplendissent tellement qu'ils en sont beaux. Mais tous les leaders ne sont pas tous aussi beaux naturellement, mais il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est les suiveurs. Un leader n'existe pas s'il n'a pas des suiveurs. Voilà, donc les premiers suiveurs, beaucoup d'auteurs parlent de cela, les premiers suiveurs sont extrêmement importants dans le cadre du leadership. Je vais l'enlever quand même. Et donc, il faut savoir aussi repérer les leaders dans tel domaine et être un bon suiveur. Maîtriser les outils informatiques. Ça, c'est indispensable. Il y a donc des papiers là-dessus. Il y a des grands pontes de la recherche infirmière qui ont aussi parlé de ça. Qui ont écrit là-dessus, fait une communication à l'OMS sur le sujet, quels sont les grands éléments et grandes qualités et grandes compétences à avoir en sciences infirmières, par exemple. C'est la maîtrise des outils informatiques. Alors, les outils informatiques, on a toujours l'impression de dire « oui, Word et PowerPoint, je connais », et la plupart du temps, on regarde, non, on ne connaît pas aussi bien que cela, mais ça va beaucoup plus loin. C'est les outils informatiques aussi pour faire du recueil. Les outils informatiques qui sont utiles, par exemple, à notre recherche de recueil, mais aussi de renvoi. Donc, vraiment, là, il faut travailler cela. Savoir créer un réseau, c'est absolument indispensable. Et le réseau, ce n'est pas juste la bande de copains. Ça, c'est vraiment important. Et savoir créer un réseau, garder ce réseau, continuer 30 ans après à utiliser et à travailler avec telle personne, à utiliser telle carte de visite, c'est vraiment indispensable. Et le réseau, s'il vous plaît, il doit être international. Aimer lire, bien sûr, des articles scientifiques, ça c'est une évidence. C'est quand même écrit dans pas mal d'endroits. Et puis, il y a quelques autres petits points. C'est savoir se connaître et accepter de s'évaluer. C'est pas si facile. C'est-à-dire, j'ai encore entendu hier soir une collègue dire « Oui, mais là, je suis en processus d'apprentissage et je ne sais pas ça. » Eh ben, est-ce que vous vous entendez si vous êtes en processus d'apprentissage, eh bien, évaluez un peu ce processus d'apprentissage, parce que le processus d'apprentissage, il ne va pas que dans un sens. Hein. Et donc, vous voyez, faut être capable tout au long de sa vie de chercheur de s'évaluer, qu'est-ce qui va là, qu'est-ce qui ne va pas bien là, etc. L'humilité. Alors, c'est difficile. C'est difficile dans notre job particulièrement. Quand on voit, comme il y a 2 jours, là, cette soutenance à laquelle j'ai assisté de ce jeune homme qui est parti, il a commencé sa vie professionnelle comme ambulancier, et que là, il soutenait sa thèse.
je comprends qu'à un moment, voilà, on oublie un peu l'humilité, et c'est humain et c'est normal. Et c'est juste aussi. Par contre, il y a un moment où il faut aussi savoir être humble, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Alors, c'est pas si difficile non plus, mais voilà. Et je voulais vous remontrer une photo de David Naudin au moment des questions pendant sa soutenance de thèse. Je vous remercie de votre attention.